Bon après-midi à tous. Je me suis demandé pourquoi on m'avait demandé de venir. Peut-être parce que cette année, c'est un anniversaire important pour moi, puisque je fête mes 50 ans de militantisme breton. Ce qui me vaut d'être le doyen de ce plateau, c'est pas très rassurant, mais ça donne du recul en regardant ce qui s'est passé pendant 50 ans et quel regard on a dessus. Et puis surtout, ce qu'est finalement, et c'est le premier point que je voudrais aborder, la structure réelle et le fonctionnement de cet État qui se prétend être l'État de la patrie des droits de l'homme, mais l'État qui aurait inventé la démocratie, reprenant les principes de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs. À la vérité, et c'était l'évolution logique de la Constitution de 58, à quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui? On a un chef de l'État qui dicte ce qu'il convient de faire, un exécutif qui est chargé et qui le fait parfois en renâclant désormais, d'exécuter la volonté du chef de l'État, et des assemblées parlementaires représentant le pouvoir législatif qui en fait sont devenues purement et simplement des chambres d'enregistrement de la volonté du président de la République. Au fond, avec des appellations différentes, nous sommes sur un système de fonctionnement qui est exactement celui de l'Ancien Régime sous Louis XIV. Pire, oui, parce qu'on ne l'avoue même pas. Le mépris de la démocratie, il est particulièrement flagrant sur le problème qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, qui est celui de la réunification, puisque l'on constate que déjà depuis des années, ceux que nous avons élus, au plan, comment dit-on, territorial, oui, parce que la notion politiquement correcte aujourd'hui en France, c'est que on délimite des territoires, on les aménage, entre guillemets, plus ou moins bien, et on gère les populations qui sont dessus. Nous sommes considérés dans ce concept comme un troupeau sur un pâturage. Eh bien, les élus qu'on a envoyés dans nos instances territoriales, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, que ce soit au niveau des départements, que ce soit au niveau de la région, ils ont émis, en tant que nos représentants élus, des vœux, depuis un certain temps déjà, souhaitant et prônant la réunification. Ils ont même été récemment, pendant le débat de la première lecture de la loi actuellement en cours d'élaboration, relayés par, alors, je vais utiliser un terme un peu sauvage, mais je traduirai s'il faut, je dirais le plus éminent représentant de l'intelligentsia germano-pratine. Vous savez, les gens qui considèrent que l'on ne peut penser qu'à l'intérieur des 7 premiers arrondissements de Paris. Et je veux parler de M. Roger Gérard Schwarzenberg, que j'ai eu l'honneur d'avoir comme enseignant lorsque j'étais jeune étudiant en droit, qui, dans son intervention au nom de son groupe politique à l'Assemblée nationale lors du vote solennel de la première lecture de la loi, a protesté contre le fait que le gouvernement n'accepte pas la réunification de la Bretagne, qui était une évidence, comme celui de la Normandie, disait-il. Pourtant, il ne faut pas le suspecter, celui-là, d'un quelconque irrédentisme breton qui soit. Ça ne change rien. En fait, la régionalisation, c'est la renaissance des duchés et des grands féodaux. D'ailleurs, quand je le dis, je n'ai pas l'impression de trahir non plus la pensée de M. Schwarzenberg, qui a aussi parlé de féodaux. On vit dans un régime féodal et la voix du peuple n'a aucun intérêt. Alors, en 50 ans, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, je vais vous dire. La première fois que j'ai eu à rédiger un recours, c'était devant le Conseil d'État, j'étais encore étudiant, je m'étais fait un petit peu aider par mon chargé de télé droit administratif qui était sympa. Il s'agissait de faire un recours contre
l'arrêté de M. Olivier Guichard, alors ministre de l'Aménagement du territoire, pour interdire le BZH. Oui, non, c'est vrai. Et aujourd'hui, il est officiellement BZH sur toutes les plaques d'immatriculation de la région administrative. On nous cherche encore un peu des doigts en Loire-Atlantique. Il y a quelques énervés du képi qui essayent de mettre des contraventions, mais aujourd'hui, personne ne songerait à contester le BZH. Bon, voilà, donc on a progressé, puisque c'est désormais officiel. J'ai aussi eu à défendre ceux qui trouvaient la meilleure recette de mélange chimique entre le coltard et les différentes colles pour que leur application sur les panneaux routiers permette, lorsqu'il était nettoyé, d'arracher le film réfléchissant. Bon. Enfin, aujourd'hui, on a un peu plus de signalisation bilingue qu'on en avait à l'époque. Oui. Et puis, je crois que, non pas la première, parce que je n'étais pas encore revenu à Nantes, j'étais encore en région parisienne à l'époque, mais depuis mon retour en 1976, les manifs de réunification à Nantes, je les ai toutes faites. Qu'est-ce que je constate? C'est qu'à chaque fois, je trouve qu'elle est superbe et qu'elle est plus nombreuse que la fois précédente. Et alors, la dernière, je dois dire que une manif de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Nantes, même les mouvements sociaux n'y sont pas parvenus. Ça signifie aussi quelque chose. Et puis, au-delà, bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup militant le mouvement breton ces dernières années, parce que je faisais autre chose. Je me suis dit qu'on n'avait pas une problématique spécifique en Bretagne, et qu'il fallait peut-être rencontrer et discuter avec les gens qui avaient les mêmes problématiques que nous. Et si aujourd'hui, sur ce plateau, cet après-midi, j'ai le plaisir de retrouver mon ami Kim Arufat, que je connais depuis des années, ainsi qu'un de nos amis écossais, qui sont, je dirais, à la pointe de l'avancée du progrès sur la reconnaissance du droit des peuples en Europe, c'est pas le fait du hasard qu'ils aient été invités aussi. Ça a donné quelques résultats. Lorsque, à l'initiative du Siémen, nous avons lancé la CONSEO, la Conférence des Nations sans État d'Europe, en 1985. On s'est lancé dans un truc complètement Enfin, on était dans le rêve. On a pondu un texte qui s'appelait la Déclaration universelle des droits des peuples. On n'était pas prétentieux. Hein. Bon. Il y avait déjà eu la charte d'Alger un peu avant, mais elle était surtout axée sur le phénomène de décolonisation. Et puis, nous, on repartait sur une théorisation plus précise, non pas de l'étude de la réduction d'un rapport de dominant à dominé, mais sur le droit propre de chaque peuple à décider de la manière dont il s'organisait et à exercer ses droits, en particulier ses droits culturels. On se disait, oh, on est content, on a fait un beau texte. 85. Et puis, en 2007, on a vu l'Assemblée générale de l'ONU, dans sa session annuelle, voter un texte 22 ans après, qui s'appelle Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Inutile de vous dire que l'excellente démocratie française n'est pas prête de la signer. Hein. Ça peut choquer, mais on est un peuple autochtone. On est des gens qui partagent une identité commune, une volonté de vivre ensemble, une volonté de s'organiser ensemble sur un territoire déterminé avec une culture et une langue et une histoire. Ça correspond à la définition de l'ONU. Et la première chose que nous devons dire à l'État français, c'est que c'est nous, dans la revendication que nous posons, qui sommes dans la légalité du droit international et que c'est l'État français qui est contre la légalité du droit international. Et c'est à travers tout ce travail de la CONSEO qu'on a progressé les uns et les autres. Alors,
D'autres sont beaucoup plus en avance que nous. Ils nous en parleront après. Nous, on initie quelque chose qu'ils ont commencé depuis très longtemps. Mon vieil ami Bernard Audic, qui m'avait fait découvrir qu'on pouvait se dire breton et s'affirmer breton si on en avait seulement conscience, et qui a travaillé, il y a 25 ans de ça maintenant, pendant 6 ou 7 ans à Glasgow, me racontait quand il revenait les gens du SNP qui distribuaient au porte-à-porte leurs tracts. On voit où ils en sont aujourd'hui. Cette fois-ci, ils n'ont pas gagné. Enfin, le fait d'avoir pu organiser ce référendum, d'avoir, malgré non seulement la pression du Royaume-Uni, mais la pression des institutions européennes, réussi à réaliser ce référendum avec ce score, c'est un progrès considérable. C'est tellement dangereux que on voit la réaction de l'État espagnol quand nos amis catalans veulent essayer de faire la même chose. Mais ils ont commencé de très loin. Et ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que moi, je trouve que l'initiative d'IBAB, par d'autres initiatives, c'est une initiative formidable, mais que ça ne va pas tomber tout rôti dans le bec. Regardez combien de temps ont mis les Québécois qui n'y sont pas encore arrivés, combien de temps ont mis les Écossais qui, cette fois-ci, n'y sont pas encore arrivés, combien d'années de lutte les Catalans ont mené pour arriver à cette organisation d'un référendum que l'État espagnol essaye d'empêcher, quand, par la volonté du peuple catalan, ils sont majoritaires et largement majoritaires dans les institutions autonomiques. Et nous, on en est loin. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'on soit encore majoritaire au Conseil régional. Ça viendra un jour. Hein. Mais voilà. Donc tout ça, si vous voulez, pour dire, je pense qu'aujourd'hui, alors que moi j'ai connu l'époque où, quand j'étais jeune militant, si on avait un Gwenadu à la main, on se faisait cracher à la figure en se faisant traiter de Prisatao. Aujourd'hui, il y en a sur toutes les mairies. On a progressé. Et il faut continuer à progresser. Moi, je me réjouis que, si je connais plus les cheveux et les barbes blanches dans l'Assemblée que les plus jeunes, encore que je les connais, pour certains d'entre eux aussi, je me réjouis de leur présence. Le combat que nous menons avec quelques-uns que je perçois malgré les sunlights dans la salle depuis des décennies. Et quelques-unes, oui, Nike. Je ne t'ai pas oublié, rassure-toi. Bon. Et on a progressé, et ils vont, derrière nous, continuer à pousser, et ils y arriveront. Alors, pour vous montrer quand même que c'est quelque chose de très lourd sur le plan logistique, j'avais ramené de mes missions, enfin, mes appels à être avec quelques autres venus de la planète entière, puisqu'il y avait des gens qui venaient d'aussi loin que Québec, enfin Montréal, avec Daniel Turk, par exemple, qui est l'un des cadres du Parti québécois, mais qui est surtout le titulaire de la chaire de droit international public de l'Université de Montréal, c'est quand même pas rien. Il y avait des gens de toute l'Europe, et on a été, comme on le fait, vous savez, dans les comment on dit politiquement, dans les démocraties émergentes, vous savez, on envoie des observateurs internationaux pour surveiller la validité des scrutins. Alors on nous a demandé de jouer ce rôle-là. Alors on y est allé. Alors je vous ai ramené quelques photos pour vous montrer ce que ça représente comme logistique, comme mobilisation militante et comme effort d'organisation. Alors on va peut-être les projeter, et puis je vais vous faire 2 ou 3 commentaires, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop loin. J'ai déjà largement dépassé mon quart d'heure, mais ça je savais avant. Si on peut voir. Un problème technique. La première fois que nous y sommes allés, c'était en avril 2010. Il y a eu une petite erreur là sur la date, et c'était au moment où les votations étaient organisées dans les communes de la province de Girona. Non, moi je suis à Girona et à Barcelone après, quand c'était la ville, où j'étais accompagné de quelques militants que vous reconnaîtrez peut-être d'ailleurs sur les photos. Et c'était très sérieux. On avait tous un badge, on était agréés et on allait. Moi, je ne sais pas, j'ai dû faire dans la journée
avec mon binôme, une trentaine de bureaux de vote dans des villages et dans des villes différentes. Et on allait contrôler s'il y avait un isoloir, si les bulletins étaient là et conformes, si l'urne était scellée, si on vérifiait bien l'identité des gens. Ils ont fait un travail énorme pour ne pas se faire taxer de bourrer les urnes. Chaque personne qui venait voter voyait relever son numéro de carte d'identité qui était enregistré en mémoire, et chaque fois que quelqu'un venait voter, on regardait si le numéro n'avait pas déjà été inscrit pour éviter que les gens aillent voter deux fois dans des endroits différents. C'est vous dire qu'ils ont fait ça avec un sérieux extraordinaire, et que j'aimerais que dans tous les États organisés qui se prétendent relever de la démocratie, les scrutins soient faits avec autant de sérieux. Et quand il y avait quelque chose qui nous paraissait ne pas aller, on le faisait remarquer. Et le soir, après la clôture du scrutin, il y avait une réunion à Barcelone, ou à Gérone, je ne sais plus si c'était à Barcelone, pour rendre compte. Et chacun des observateurs internationaux a rendu compte de ce qu'il avait vu. Alors non, il n'avait pas moyen de les sortir. Ah si, alors, voilà. Alors ça, c'était la fiche du scrutin, vous voyez, 25 avril, coordination pour la consultation sur l'indépendance, et après ça, vous allez voir ce que c'était qu'un bureau de vote. Si on peut passer à la photo suivante, je ne sais pas. Alors voilà, les bulletins. Alors, vous remarquerez qu'il y avait le oui, le non et le blanc. Chez nous, il n'y a pas le blanc. Il faut qu'on l'amène dans sa poche si on veut le mettre. Vous voyez ? Donc, la faculté de choix était totale. Alors après ça, on va voir, voilà, quelqu'un qui vote. Alors, vous voyez, il y avait l'ordinateur avec la personne qui enregistrait son identité, l'urne qui était scellée, il y avait un isoloir, mais on ne le voit pas là. Et la scrutatrice retirait la couverture de la vente et y mettait son bulletin de vote. Et ça, on l'a vécu. Alors voilà, je suis avec mon binôme que vous avez tous reconnu, en train de faire une tournée avec une vieille amie, celle qui a les lunettes à gauche, qui est une militante basque que je connais de longue date. Il y avait, je sais pas, il y avait une dizaine d'équipes à ce moment-là de binômes qui ont fait comme ça la tournée de pratiquement tous les bureaux de vote. Voilà, vous voyez, on était à Vila-Sacra. Voilà, alors le bureau de vote, pareil, avec les bulletins, l'ordinateur, l'urne, vous voyez. Et puis le soir, effectivement, on rencontre, là je suis aux côtés d'un autre observateur qui n'était pas dans la même équipe que moi, qui est mon vieil ami José Manuel Beiras, éminent universitaire galicien, et chacun, à son tour, venait rendre compte. Ça a été un vrai scrutin. Et alors, sur ce point, je dois dire que je voudrais féliciter les concepteurs de DILBAB lorsqu'ils ont utilisé le terme de votation dans la proposition qu'ils font. Ils ont eu raison. C'est un terme tout à fait adéquat parce qu'il ne peut pas être attaqué devant les cerbères de l'État, le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, parce que figurez-vous que votation, ce n'est pas un terme de droit français. C'est un terme de droit helvète. Donc faire une votation en France, c'est pas interdit, puisque c'est pas un concept qui figure dans la loi française. Vous auriez mis référendum, vous auriez eu plus de difficultés, mais votation, vous avez choisi le terme qui convenait, et je tenais à dire combien ce choix me paraissait juridiquement pertinent. Alors je vais terminer très vite, parce que je voudrais laisser un peu de temps de parole à nos amis qui sont venus de si loin. Nous avons la légitimité et la légalité internationale pour nous. Nous avons donc, au regard des nations du monde, raison dans notre revendication, mais il faut se dire qu'il nous faudra beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais que d'autres y sont parvenus, d'autres y parviendront encore, et pourquoi pas nous ?